Bonjour, bienvenue à la 4e édition du festival Building Beyond. Je suis Julien Villalongue, le directeur de Léonard. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à Léonard Paris, mais également en ligne. Building Beyond va durer jusqu'à samedi midi, avec 27 événements au programme sur le futur des villes et des territoires. Alors, vous qui participez en ligne, n'hésitez pas à interagir sur la plateforme, mais aussi à nous rejoindre, pourquoi pas, à Léonard Paris aujourd'hui et pendant toute la semaine. Les équipes de Léonard, de la Fabrique de la Cité, de la Fondation Vinci pour la Cité et du Lab Recherche Environnement, toutes partenaires de ce festival seront heureuses de vous accueillir. Building Beyond, c'est ce moment privilégié pour se tenir au courant des dernières recherches et innovations, pour imaginer ensemble le futur des villes et des territoires, mais aussi pour se donner rendez-vous et créer de nouveaux contacts. Cette année, Building Beyond a pour titre la décennie décisive pour limiter le réchauffement climatique, ainsi que nous disent unanimement les scientifiques, et donc pour accélérer la transition environnementale. 10 ans pour innover, donc être créatif, entreprendre, afin de réussir ce défi de la mutation des villes et des territoires. Et pour ouvrir ce festival Building Beyond 2021, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Huillard, président directeur général de Vinci, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Xavier, c'est à vous. Je vous laisse rejoindre le pupitre et vous laisser la salle et puis l'écran en ligne. Merci. Merci Julien. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux en particulier qui nous suivent à distance. Bienvenue chez Léonard. Léonard, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, c'est la maison commune des innovateurs de Vinci, qui est ouverte à tous nos collaborateurs, à tous nos partenaires, de nos très vastes écosystèmes, compte tenu de la diversité de nos métiers. Mais c'est également un lieu de réflexion prospective, un lieu de dialogue sur tous les sujets qui nous concernent, et ils sont très nombreux, depuis le véhicule autonome jusqu'à l'intelligence artificielle, en passant par l'hydrogène, en passant également par les nouvelles formes de travail ou les nouvelles collaborations avec l'entrepreneuriat social. J'ai constaté que dans les dernières séquences, nous aurions l'honneur d'avoir la présence de notre partenaire, ex-patron de l'entreprise d'insertion sociale ARES. Léonard, c'est aussi une maison commune, d'abord pour les scientifiques du Lab Recherche Environnement, qui a été créé avec nos partenaires du réseau ParisTech depuis maintenant plus de 10 ans, et dont les travaux enrichissent nos connaissances sur des sujets comme la biodiversité en ville, dont on va, je crois, pas mal parler aujourd'hui, ou bien encore l'analyse des cycles de vie des ensembles bâtis à l'échelle maintenant des quartiers. Et puis une maison commune pour les urbanistes et les géographes de la Fabrique de la Cité, qui est notre think tank sur la ville de demain, et qui, ces experts, nous aident à documenter les grandes transitions urbaines en croisant à la fois les aspects urbanistiques au sens classique, mais également les enjeux sociaux et environnementaux. Et puis, maison commune pour les équipes de la Fondation Vinci pour la Cité, qui, comme vous le savez sans doute, soutiennent l'entrepreneuriat social et les projets sociaux, en particulier dans les quartiers défavorisés. On ignore en général que tout ce que nous faisons au niveau du groupe Vinci, dans le sens de l'insertion d'un certain nombre d'exclus, nous place probablement en
en position de plus gros acteurs de la place de France, avec chaque année plus de 3000 personnes que nous accueillons dans le cadre de parcours d'insertion, grâce à la spécificité de nos métiers qui sont particulièrement adaptés à l'accueil de gens dans de tels parcours. Enfin, je l'ai dit, Léonard, c'est le lieu où se retrouvent les innovateurs du groupe Vinci. Moi, ce qui m'a frappé en faisant un point avec Julien, c'est que depuis 4 ans que nous avons des programmes d'intrapreneuriat et d'accélération d'un certain nombre de startups venant de l'extérieur, quasiment la moitié des projets de ces startups visent comme finalité de réduire l'empreinte environnementale de nos activités. Donc ça veut dire que là encore, on voit chez Léonard que la prise de conscience sur l'urgence environnementale, elle a gagné beaucoup de terrain depuis quelques années. Le festival Building Beyond, c'est désormais un classique. C'est un moment très attendu, très important parmi tous les événements qui sont organisés ici à Léonard. Cette 4e édition est sans doute la plus importante que nous ayons organisée. Et cela est simplement bien résumé dans son titre, la décennie décisive. Alors évidemment, on en est tous conscients, on a tous, pas forcément lu, mais enfin au moins lu des synthèses du dernier rapport, enfin des derniers pré-rapports, je crois que c'est comme ça qu'on dit, du GIEC. On a tous clairement intégré que la décennie 2020, c'est la décennie de la dernière chance, si on veut contenir les effets du changement climatique dans des limites supportables. Il y a quelques mois, nous avions, à l'initiative de la Fondation Palladio et de la Fabrique de la Cité, qui est le think tank que j'évoquais il y a quelques minutes, eu le grand honneur de recevoir à Chantilly John Kerry. John Kerry, qui est un homme assez exceptionnel, américain jusqu'au bout des ongles dans la manière dont il s'exprime, et qui nous a dit, avec des mots simples, comme savent le faire les Américains, chaque jour, chaque mois, chaque année compte pour réussir le pari de la décennie. Nous n'avons que 10 ans pour nous prouver que nous pouvons progressivement nous détourner des énergies fossiles, des énergies carbonées, et nous inscrire de façon irréversible dans la trajectoire qui nous conduira à la neutralité carbone en 2050. Nous n'avons que 10 ans pour repenser nos modes de production, d'organisation et nos comportements selon des logiques économes en matériaux, des logiques d'économie circulaire, dans un monde aux ressources limitées. Je voudrais juste mentionner que, juste avant de venir, j'ai regardé la revue de presse de Vinci et je suis tombé sur un article qui, je trouve, est très éclairant, qui est un chantier de rénovation de chaussées sur autoroute, sur la A89 dans le Puy-de-Dôme, sauf erreur, et qui montre que, alors, sur l'impulsion du maître d'ouvrage qui est Vinci Autoroute, mais grâce aux technologies déjà expérimentées par notre filiale routière Eurovia sur un certain nombre d'autres projets, on arrive dès aujourd'hui à réduire le bilan carbone de cette opération de 50%. Or, 50%, c'est l'objectif de Vinci Autoroute à l'horizon 2030. Donc, ça veut dire qu'on a déjà tout ce qu'il faut en magasin, en matière de technologie, pour faire dès aujourd'hui ce que nous avions mis dans notre plan pour 2030. Donc, ce n'est pas un problème de technologie, c'est juste un problème de mise en mouvement, de motivation, de travail collectif. Et le constat supplémentaire qui, moi, me remplit de bonheur parce que ça correspond bien à ce que nous essayons de faire, c'est que nous arrivons à faire ça à coût à peu près équivalent par rapport à ce qu'aurait coûté un chantier fait avec des moyens traditionnels. Et ça va se nicher sur plein de petits trucs. Par exemple, le fait de mettre le poste non-enrobé à proximité du réseau électrique de façon à pouvoir bénéficier d'une alimentation électrique plutôt que de faire tourner des groupes électrogènes qui fonctionnent avec des énergies fossiles. Par le fait de trouver l'optimum sur le taux de recyclage des chaussées, parce que si on pousse un petit peu au-delà le taux de recyclage, on consomme plus d'énergie pour retravailler les matériaux ici de l'économie circulaire. Tout ça, c'est du bon sens. Il s'agit simplement de mettre les intelligences ensemble et on finit par y arriver avec un taux de réduction de 50%. Et donc, oui, il y a des problèmes technologiques, mais oui, il y a surtout
à ce que, dans l'ensemble de nos organisations, chez Vinci ou ailleurs, nous repensions nos modes de production, nos modes d'organisation, nos comportements selon cette nouvelle logique. Nous n'avons également que 10 ans pour tester des innovations afin de réduire drastiquement notre empreinte, mais, et c'est ça le point important, tout en nous préparant à la décennie suivante, qui sera, on l'a tous compris, encore beaucoup plus exigeante en termes d'accélération de la mise en œuvre de notre ambition collective sur le plan environnemental. Et puis, nous n'avons que 10 ans pour repenser notre relation au vivant face à une dégradation maintenant claire de la biodiversité qui est en réalité tout aussi préoccupante que le changement climatique. Au fond, qu'il s'agisse du climat, des ressources naturelles ou de la biodiversité, l'objectif, il est clairement de ne pas créer l'irréversible. Le vivant, c'est un peu notre raison d'être chez Vinci, puisque notre vocation, c'est de permettre aux êtres humains de mieux vivre ensemble, de mieux se rencontrer grâce à la mobilité, et puis tout en prenant soin de la planète et de tout ce qui y vit. Réussir cette décennie décisive, c'est donc un immense défi, un défi de transformation environnementale, bien sûr, mais aussi un défi social et sociétal. La crise sanitaire, si besoin était, a souligné à quel point la santé humaine et la santé de la planète sont liées. Et cette crise, elle a ravivé la prise de conscience sur la fragilité de nos sociétés. Se préoccuper du vivant, c'est aussi œuvrer au service de la santé, de la sécurité de nos collaborateurs, de nos clients, de nos concitoyens au sens large. Et ce qui est clair, ce qui est de plus en plus évident, c'est que la transition écologique ne pourra se faire sans une attention accrue au social et au sociétal. Enfin, un défi économique, car sans croissance économique, il n'y a rien à partager pour investir dans des nouvelles innovations, notamment celles qui seront à mettre en œuvre dans la décennie suivante, les innovations, les sciences, les techniques, pour accompagner socialement les perdants des choix qui inévitablement devront être faits en matière d'énergie, d'habitat, d'adaptation de nos villes et de nos infrastructures aux manifestations inévitables, on le sait maintenant, du changement climatique, avec une attention particulière pour les villes, parce que les villes vont continuer, en dépit de ce que nous avons vécu pendant cette crise, à concentrer population et activité, et que ces villes sont donc concernées au premier chef, parce qu'elles sont d'ores et déjà aujourd'hui les principales émettrices de gaz à effet de serre, mais aussi parce que nombre de ces villes sont particulièrement vulnérables aux aléas, en particulier sur les littoraux et à proximité des cours d'eau. Il s'agit donc clairement d'un défi global, à la fois environnemental, mais il ne faut surtout pas l'oublier, également social et économique, et il va falloir tout réinventer. Alors face à cette réalité dont nous sommes tous conscients, il y a une attitude facile qui est de prôner la décroissance, qui tient un peu de la pensée magique, qui est pour moi en réalité la manifestation assez préoccupante d'une sorte de désenchantement d'une société qui ne croit plus en sa capacité à se réinventer, qui ne croit plus en son avenir et qui va même parfois plus loin en contestant même l'idée même de vérité scientifique ou qui, au pire, verse dans le complotisme. Alors, le simple fait que ce festival se tienne ici, chez Léonard, donc chez Vinci, c'est en soi une prise de position forte qui nous engage, les uns et les autres acteurs à l'intérieur du groupe Vinci. Pourquoi? Parce que d'abord, moi, ma conviction depuis toujours, c'est que l'entreprise est une machine à trouver des solutions. C'est peut-être une des rares machines à trouver des solutions qui fonctionnent encore. Pas forcément toujours, mais qui fonctionnent souvent. Et particulièrement une entreprise comme la nôtre, hein, qui s'occupe essentiellement du cadre bâti et des mobilités, qui sont les deux secteurs, on le sait tous, qui cumulent à peu près la moitié des émissions de CO2, des gaz à effet de serre de l'ensemble de la planète, et qui, à ce titre, ces métiers font clairement partie du problème, mais c'est notre sentiment, nous faisons aussi évidemment partie des solutions. Et particulièrement une entreprise comme la nôtre qui a
toujours, ça date d'il y a quelques décennies déjà, c'est presque notre ADN historique, qui a toujours essayé, pas forcément en réussissant à chaque fois, de raisonner performance globale, c'est-à-dire de s'occuper en même temps de progrès économique, de progrès social et de progrès environnemental. La prise de conscience, elle est générale, partout dans le monde, elle s'est clairement accélérée depuis quelques petites années. La volonté d'agir, renforcée par la crise et par également les manifestations violentes des effets du dérèglement climatique, tout ça, je trouve, ça dépend évidemment beaucoup des géographies, on en parlait avec la personne qui va me succéder à cette tribune d'ici quelques minutes. Tout ça est de plus en plus partagé par de plus en plus de gens à travers la planète, de façon un peu différenciée selon les continents, certes, mais on sent bien que cette prise de conscience a beaucoup gagné de terrain, probablement grâce à la crise depuis quelques petites années. Les réflexions, les recherches de solutions, les expérimentations, tout cela foisonne. Et le simple fait que les intelligences se coalisent sur ce grand défi nous confère collectivement une capacité d'invention et de progrès absolument extraordinaire. On n'a pas idée de ce que l'intelligence humaine est capable de produire lorsque ces intelligences se mettent de façon synchronisée au service d'une cause qui est bien identifiée par tout le monde comme étant la cause principale, la cause au sens une grande cause. Concernant l'état d'esprit de nos entreprises, chez Vinci, je peux vous dire, pour l'avoir constaté lors de très nombreux échanges avec nos équipes, que c'est sans doute la première fois, avec notre nouvelle ambition environnementale que nous avons lancée il y a à peu près 2 ans, c'est la première fois que nous tenons un thème qui mobilise de façon aussi forte tous nos métiers et dans toutes nos géographies, avec à chaque fois le même enthousiasme et la même volonté d'agir de la part de nos collaborateurs. Et ça, c'est d'abord un facteur de cohésion extrêmement puissant pour un groupe de plus de 220 000 personnes comme le nôtre. Et c'est également, à mon avis, le principal levier pour prendre à bras-le-corps cet enjeu environnemental qui est essentiel pour notre avenir en tant qu'entreprise, comme il l'est pour la société dans son ensemble. Alors, il faut s'écouter, il faut se comprendre, il faut écouter des experts, il faut réfléchir collectivement avec des experts venus en particulier d'autres disciplines, il faut croiser les intelligences et les points de vue, et je suis à ce titre impatient de connaître les pistes qui vont être explorées ce matin avec une philosophe, avec une paysagiste, avec l'un des chercheurs du lab ParisTech Vinci que j'ai évoqué tout à l'heure, et puis avec nos innovateurs entrepreneurs qui sont accompagnés par Léonard, concernant en particulier la renaturation des villes et des infrastructures, un sujet sur lequel nous travaillons depuis déjà pas mal de temps chez Vinci. Vous en saurez plus sur tous ces sujets grâce à cette édition du festival Building Beyond, et cela va être particulièrement passionnant. Mais il faut aussi agir. Il n'y a pas un instant à perdre afin d'être partie prenante pleinement de cette décennie décisive. Je l'ai déjà dit, la marche est haute pour atteindre nos objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés sur nos 3 grands axes. Mais nous savons y arriver. Nous savons que nous atteindrons nos objectifs 2030 parce que nous avons des feuilles de route qui sont claires sur ces 3 grands axes. Et nous savons également que nous savons le faire tout en respectant nos grands équilibres économiques. Pour le dire de façon un peu triviale, nous savons atteindre nos objectifs 2030 tout en continuant à faire de la performance économique et financière. Et c'est fondamental de le dire comme ça. Ça ne va pas se faire au détriment de notre performance économique, cela va accompagner en réalité notre performance économique. Cette marche, elle est déjà haute, mais on sent bien comment on va s'y prendre parce que la feuille de route est claire. La marche suivante, je l'ai déjà dit, elle va être encore plus haute et elle ne sera atteinte que si nous profitons de cette décennie décisive, celle qui s'ouvre avec ce festival, pour imaginer, pour expérimenter les solutions qui seront prêtes et donc mises en œuvre
lors de la décennie suivante. Juste à titre d'illustration, nous sommes investis dans l'aérien, qui a mauvaise presse. Alors que, bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais vous savez sans doute que l'aérien représente un peu moins de 3%, 2,8 semble-t-il, des émissions de CO2. Néanmoins, il faut s'en occuper. Bien sûr que nous finirons par avoir des avions totalement décarbonés. Airbus prévoit la livraison d'un avion régional monocouloir à l'horizon d'ici 2035, on va être un peu prudent, on va dire 2040, et on va finir par y arriver. Donc, il est probable que la plupart d'entre vous connaîtront l'aviation totalement décarbonée. Simplement, 2040, on n'a pas le temps d'attendre. Et donc, il faut mettre en place des solutions, des techniques intermédiaires qui vont permettre de décarboner, de réduire de façon significative les émissions de CO2 de l'aviation. Et ça s'appelle, en particulier, c'est probablement pas la seule voie, ce qu'on appelle les SAF. Et donc, ce qu'il faut, c'est profiter de la décennie 2020 pour accélérer la production et la distribution de SAF. SAF, ça veut dire Sustainable Aviation Fuels. La production et la distribution de SAF de façon à faire tourner les avions avec ces carburants qui permettent d'ores et déjà d'avoir une réduction significative de CO2, tout en préparant, pendant cette même décennie, la mise en œuvre de ce qu'il va falloir ensemble, collectivement monter, c'est-à-dire un écosystème à la fois de production, de stockage et de distribution d'hydrogène liquide vert qui sera probablement le carburant qui permettra d'avoir une activité aéronautique qui sera à horizon d'un peu avant le milieu du siècle, une activité totalement décarbonée. Voilà, donc si cette décennie est décisive, c'est parce que oui, il faut y réussir les ambitieux objectifs dont nous nous sommes dotés dans l'ensemble de nos entreprises, mais il faut également profiter de cette décennie pour tester, mettre en place, expérimenter, préparer les écosystèmes, les techniques, les organisations qui vont permettre de relever le challenge des décennies suivantes qui seront encore beaucoup plus difficiles que le challenge dont nous nous sommes dotés pour cette décennie 2030. C'est la même chose je prenais l'exemple de l'aviation et des SAF, c'est la même chose dans la mobilité terrestre. Elle va d'abord réduire ses émissions en agissant sur ce qu'on appelle la mobilité légère, les véhicules. Ça, c'est manifestement parti, c'est la technologie électrique batterie, et ça suppose, pour être accompagné, pour être accéléré, que nous mettions les bouchées doubles pour mettre en place des réseaux de recharge rapide sur les grands axes migratoires et en particulier sur les autoroutes. Mais il faut dans le même temps se préparer à la révolution d'après, qui n'est pas tout à fait dans les toutes prochaines années, mais qui interviendra avant la fin de cette décennie 2020, qui est la décarbonation de la mobilité lourde, c'est-à-dire les camions. Et là, l'une des technologies, c'est comme sur l'aviation, c'est évidemment l'hydrogène, sauf que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut mettre en place des systèmes de production d'hydrogène vert gazeux, des systèmes de stockage et des systèmes de distribution qui permettent d'amener cet hydrogène dans le réservoir de l'ensemble des camions qui, d'ici quelques années, fonctionneront non plus aux énergies fossiles, mais à l'hydrogène. Et voilà une deuxième illustration qui montre que le challenge sur cette décennie, c'est non seulement de réussir à atteindre nos objectifs, mais c'est de préparer tout ce qui va nous permettre, effectivement, dans de bonnes conditions de sécurité, de nous doter d'objectifs encore plus ambitieux pour la décennie suivante. Voilà toutes les raisons qui, moi, me rendent, mais avec un air grave et sérieux, mais qui me rendent néanmoins optimiste et confiant. Oui, j'en suis convaincu, nous pouvons collectivement y arriver. Oui, notre groupe Vinci a un superbe rôle à y jouer parce que nous avons l'envie et la volonté d'avancer ensemble en mobilisant toutes les intelligences et parce que nous sommes convaincus que environnement social et économique, loin de s'opposer, en réalité constituent les ingrédients de la performance durable et en quelque sorte se font la courte échelle en constituant une spirale vertueuse qui permet à chacun de ces trois ingrédients de se renforcer. Alors, merci pour votre écoute. Merci à toutes et à tous de participer
à ce festival. Profitez-en bien et surtout, sortez-en avec la détermination à agir demain dans chacun de vos métiers, dans chacune de vos géographies. Merci à tous. Merci Xavier. Merci d'avoir partagé cette conviction, cette vision et cet optimisme aussi pour la décennie qui vient. Vous qui êtes ici à Léonard, ne bougez pas. On va enchaîner avec notre prochaine conférence, de même à distance. Restez connectés. On se retrouve d'ici quelques minutes pour notre conférence avec la philosophe Joëlle Zask. À tout de suite.